Bonjour et bienvenue à vous sur une vidéo Storpia. Je vais prendre une minute maximum pour vous expliquer ce qu'est Storpia. Storpia est un live narratif et interactif avec les viewers de mes live Twitch. Au passage, va la follow, le lien est en description. Durant ces lives Storpia, je raconte une histoire, mais c'est les viewers qui en décident de le dérouler via des choix à faire et des énigmes à résoudre. Pour Halloween 2024, nous avons réalisé une édition spéciale horreur, mais rassurez-vous, sans screamer. Oui, on est en mai 2025, bientôt juin, mais tranquille, le calendrier est tenu. Bref, la vidéo que vous êtes en train de visionner est l'histoire sans la partie réflexion du chat sur les différentes énigmes et autres choix à faire. Pour voir la version complète du live, je vous fournis le lien de la vidéo en description. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas le like et le commentaire si vous avez aimé la vidéo. Je pense qu'il est l'heure d'aller... Oh, c'est magnifique, regardez, regardez, c'est magnifique. On est bien là. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, non, on est bien là. On est bien, on est bien. Donc voilà. Donc globalement, vous allez être sur des scènes comme ça, je vous explique un petit peu, hein, vous allez être sur des scènes comme ça, il va y avoir des choses qui vont se passer sur l'écran, bien sûr. Je vais vous raconter l'histoire au fur et à mesure. Et voilà, tout simplement. Et donc, nous sommes partis pour ce Sorpia Halloween qui débute officiellement maintenant à 19h49. Que Storpia Halloween commence. Bienvenue dans l'univers. Après une dure journée de travail de nuit, en tant que journaliste pour l'édito Le Monde, Thomas rentre chez lui en fin de matinée. Et comme à son habitude, il glisse la clé de sa porte d'entrée dans la serrure et il pénètre dans sa demeure. C'est le dernier jour de la semaine et il va pouvoir s'adonner à sa passion qui le dévore depuis quelques années maintenant. En effet, son appartement ressemble maintenant, et son bureau ressemble beaucoup plus à celui d'un détective privé que celui d'un journaliste, car depuis quelques années, un tueur en série sévit dans la région avec une particularité bien macabre, il ne frappe que le soir d'Halloween. Sur la table et sur le tableau de liège, qui se trouve derrière le bureau, se trouvent plein de documents, d'articles de journaux, de clichés sur ce fameux tueur qui trotte dans la tête de Thomas. Thomas se dirige vers son bureau et il s'installe dans son fauteuil. Il observe les derniers documents qui y traînent, les derniers articles de la semaine. Beaucoup traitent de ce tueur puisque on se rapproche de la semaine d'Halloween et rien ne va. Les derniers documents la plupart sont des fausses pistes, des témoignages de gens qui croient voir un élément à cause du climat de paranoïa qui règne dans la région. Ce climat se renforce au fur et à mesure qu'on s'approche de la date fatidique d'Halloween. Des personnes qui voient une légère modification dans le comportement ou la routine d'un de leurs voisins, de leurs amis, une boîte aux lettres qui n'est pas relevée un jour sans raison, une personne qui est injoignable, ne serait-ce qu'une heure. Tout est prétexte pour rendre une personne suspecte sur l'ombre de ces petits détails. L'ambiance au moment d'Halloween et la peur qui règne dans la région. Personne ne veut avoir affaire à ce tueur en série. Faire le tri parmi ces fausses informations fait soupirer de fatigue Thomas. Ce qui l'agace particulièrement dans cette situation, c'est le fait que ses confrères journalistes puissent relayer ces rumeurs à tire-larigot et faire du sensationnalisme sur cette affaire pour écouler leur torchon. Alors que Thomas, lui, sa cause est bien plus noble. Il veut juste mettre un terme aux agissements du tueur, il espère fournir à la police une piste solide pour trouver le coupable, le dénoncer et que la police puisse le mettre la main dessus.
D'un coup, de main, rageur, Thomas jette la pile, de journaux de la semaine à la poubelle. Il sait par avance que ça ne mènera à rien. Et après s'être calmé, il se retourne vers son tableau de liège. Dessus est affichée une carte de la région, avec des petits points rouges indiquant, les différents lieux, où ont lieu, les crimes, les noms des victimes et des petites notes avec des articles et des clichés, qui lui semblent importants, dans cette affaire. Cependant, comme tous les enquêteurs, rien ne lui saute aux yeux jusqu'à maintenant. Tout est flou. Il n'y a aucun lien, entre les personnages, enfin, entre les victimes. Il y a, leur profil est complètement différent, pas de lien entre victimes, les lieux sont très différents, très éloignés même, et le seul point commun finalement, heu, c'est la signature du tueur qui est une colchique d'automne que les victimes tiennent à la main. Thomas se rapproche de ce fameux tableau liège, inspecte avec minutie ses notes et observe les photos. Il finit par se dire que il ne trouvera pas plus d'éléments en restant coincé derrière son bureau et dans son appartement. Il réfléchit quelques instants et se dit qu'il devait faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Retourner sur les lieux où des victimes ont été découvertes. Il ne sait pas si c'est une bonne idée, ni même ce qu'il espère trouver en réalité, mais sur le moment, ça lui semble la meilleure idée qu'il puisse avoir. Et la seule qui semble pouvoir l'aider à progresser dans l'enquête. Il consulte donc sa montre et constate que l'après-midi ne fait que commencer. Après un bref coup d'œil vers la carte, il juge qu'il avait le temps de se rendre près du lac Warwaki, où avait été trouvé le cadavre de Molly il y a presque un an maintenant. Si ses estimations sont bonnes, il devrait y arriver un peu après 16 heures, ce qui lui laisserait le temps d'inspecter la zone avant le coucher du soleil et de rentrer chez lui en fin de soirée. Afin de ne pas trop se ralentir dans son projet, il prend donc un paquet de gâteaux industriels qu'il engloutit le plus rapidement possible, tout en préparant son sac à dos. Maintenant, le chat, c'est là que vous allez intervenir. Vous allez avoir un inventaire. Vous allez avoir un inventaire que vous allez devoir gérer. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Vous aurez un inventaire, et c'est comme ça. Et vous allez avoir des objets que vous allez pouvoir prendre avec vous au fur et à mesure de l'aventure et vous allez devoir gérer cet inventaire au fur et à mesure de la partie. Il y a des éléments que je vais vous énoncer, dans quelques minutes, que vous pourrez prendre avec vous dans le sac à dos et les objets sont stackables, tout à fait, Doc. Hem et enfin, les objets sont stackables, oui, mais je vais pas te mentir, ça n'a que peu d'intérêt. Vous allez devoir récolter des objets maintenant, au fur et à mesure de l'aventure, mais sachez que votre sac à dos n'est pas extensible. Vous pourrez vous débarrasser éventuellement de certains objets, bien évidemment, heu et où certains seront possiblement supprimés après l'utilisation également. Et donc je vais vous faire quelques propositions, d'objets maintenant pour que, vous décidiez ce que vous prenez avec vous ou non, tout simplement. Et alors là, maintenant, ça va être à moi de ne pas, me foirer. Alors, le premier objet que vous allez pouvoir prendre, c'est cette magnifique loupe. Ce sera à vous, c'est à vous de me dire dans le chat. Est-ce que vous voulez prendre la loupe? Est-ce que vous voulez pas? On fait comment dire, un petit sondage à la volée comme ça, pas un vrai sondage officiel. Très bien. Vous prenez donc la loupe avec vous. Le deuxième objet sera le Polaroid. Le Polaroid que je vous affiche juste ici. Parfait. Qui est là. Le Polaroid prendra 4 cases au total.
À vous de me dire si vous voulez le prendre. Vaut mieux le Polaroid ou attendre de voir si on propose l'appareil photo? Eh bien, Asgol, tu ne sais pas si bien dire puisque le prochain objet est un appareil photo. Est-ce que vous voulez, en plus du Polaroid, prendre l'appareil photo, ou est-ce que vous voulez conserver le Polaroid qui vous donnera une image directement, ou est-ce que vous voulez conserver l'appareil photo, sachant qu'au cours de l'aventure, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de développer vos photos? Allez, vous choisissez de laisser cet appareil photo là où il est, dans l'étagère. Après, en vrai, un carnet et un crayon. Je pense que je vais laisser ma place à Dogju puisque le prochain item n'est autre que le crayon. Sachant que je vous spoil, oui, le prochain item sera le carnet, bien sûr. Voilà, comme ça vous pouvez réfléchir pour les deux items en même temps. Vous savez quoi, on va réfléchir les deux items en même temps, ce sera plus simple. Donc, allez, maintenant je veux une réponse claire de la part du chat. Est-ce que vous voulez ce crayon et ce carnet, ou est-ce que ne le voulez pas en fait, hein, tout simplement. C'est vous qui voyez. Moi je ne peux pas décider à votre place. Exotop dit oui, Annihilator dit oui. Ceux qui ne veulent pas, manifestez-vous, hein, c'est important. Zip dit oui, Dogju dit oui. Pour les deux. Bon, écoutez, je pense que la majorité l'emporte. Prochain objet pour votre aventure, si vous le voulez bien. Si vous le voulez pas, c'est pas grave. C'est le sachet de biscuits, avec écrit Mega Cookies dessus, bien sûr. Est-ce que vous voulez le sachet de biscuits ou non? Cookies, allez. Du coup, je pense que les cookies, c'est validé. Et donc, vous prenez donc ces cookies dans votre inventaire, bien sûr. Hop, ils sont rangés dans le sac. Et vous allez avoir un autre item à désigner. Donc, par contre, il va falloir arrêter de lire mon document, puisque c'est effectivement la lampe torche. Bon, après, vous allez avoir d'être chaud pour la lampe torche. Alors écoutez, prenons cette lampe torche tous ensemble. Il y a les clés de voiture, de la voiture de Thomas. Est-ce que vous voulez prendre les clés de la voiture de Thomas pour une case, bien sûr? Le nom l'emporte. Vous ne prenez pas les clés de voiture. Les clés sont reposées sur le bureau. Le dernier item ce soir, c'est le dictaphone, lecteur cassette, qui sert aussi de dictaphone, bien sûr. Est-ce que vous voulez le prendre? Et a priori, c'est le oui qui l'emporte. Donc, à 4 votes contre 3, vous prenez ce merveilleux dictaphone avec vous. Incroyable. Hop. Et voilà, votre inventaire est fait. Votre inventaire est fait. Vous avez donc choisi de prendre les objets suivants: la loupe, le Polaroid, le crayon de papier avec son carnet, le sachet de biscuits, bien sûr, la lampe torche et le dictaphone. Le sac est à présent prêt. L'aiguille de la montre a un peu tourné, hein. Finalement on a pris un peu de temps pour faire ce sac, et Thomas finalement se presse et file pour arriver à destination le plus rapidement possible. Et pour faire ceci, il va prendre le bus qui arrive tranquillement. Après un trajet plutôt insipide, disons-le, Thomas arrive enfin à l'endroit désiré depuis le début de l'après-midi. Dès son arrivée, il est subjugué par l'aspect bucolique du lieu. En effet, la nature s'offre directement à lui, seulement rompu par le chemin qui lui permet d'arriver sur les berges du lac Warwaki. Cette scène est éclairée par le soleil qui décline progressivement puisque nous sommes le soir d'Halloween, le soleil finit par se coucher tôt, et Thomas est saisi par la beauté de ce décor automnal, et il décide de ne pas perdre plus de temps et de s'approcher de l'endroit où a été trouvé le corps de l'an dernier. Et donc en arrivant,
À cet endroit, après quelques minutes de marche, il débouche dans cette fameuse clairière qu'il recherchait, et il est encore plus subjugué par la beauté de l'endroit. Les photos du lieu qui avaient été diffusées dans les journaux, ne rendaient pas hommage à ce qu'il avait aujourd'hui sous les yeux, et au fur et à mesure que ses pensées, défilent de son esprit, il finit par, trouver la scène de plus en plus macabre. Il se dit qu'il avait besoin quand même d'un souvenir, de ce paysage qui lui semblait si majestueux, et donc, ce sera à vous de choisir. Est-ce que vous voulez que Thomas prenne un souvenir de cette scène? Heu, Vous avez le choix. Est-ce que vous voulez faire, on verra ça après. Déjà, est-ce que vous voulez faire un souvenir de cette scène? Si oui, est-ce que vous voulez prendre une photo avec votre Polaroid, ou est-ce que vous voudrez faire un dessin? Je vais vous faire un sondage dans le chat, et du coup, vous choisissez de, prendre, le petit, Polaroid, et de faire une photo, bien sûr, la belle photo que vous avez fait sur le Polaroid, qui est ici, et qui va donc, vous coûter une case d'inventaire, dans le petit sac à dos, tout simplement. C'est fait. Elle est mal cadrée, on reprend. Vous, reprenez une photo, c'est exactement la même, mais finalement, du coup, vous jetez la première et vous gardez la deuxième. Heu, donc, vous prenez, cette photo, bien sûr, que, vous mettez dans votre inventaire. Peut-être vous sera-t-elle utile, peut-être qu'elle ne vous le sera pas du tout, on ne sait pas. Et donc, une fois cette première impression passée, Thomas se dit qu'il fallait finalement se concentrer sur ce qu'il était venu faire et pas autre chose, et il essaye d'imaginer dans sa tête cette fameuse soirée où le tueur a amené, Molly ici. Soudain, d'innombrables questions, le submergent. Est-ce que le tueur l'a retrouvée ici? Est-ce que c'était une rencontre hasardeuse et funeste pour la jeune femme? Sa souffrance a-t-elle été longue? Et tout ceci n'est finalement, qu'un échantillon des questions qui se bousculent dans sa tête. Il s'avance vers la carrière et son regard est porté, vers le lieu de recueillement improvisé pour la victime. Il s'y dirige, timidement, en regardant frénétiquement autour de lui, comme s'il craignait que quelque chose, l'épie. Et une fois proche, de la scène, Thomas commence à se sentir un peu plus confiant, à observer tous les objets étalés, à la base, du tronc de l'arbre. Et il distingue plusieurs objets, des peluches, des dessins, des lettres, des photos et même des fleurs qui ont subi les aléas de la météo et du temps, puisque ce lieu de recueillement a été créé il y a un peu moins d'un an finalement, pour se souvenir, de ce qui est arrivé à Molly. Hem, mais après un petit moment à observer, tout ceci, il voit qu'une fleur ressort de ce décor. Une fleur ressort de ce décor, et il s'agit d'une colchique d'automne, typique de la signature du tueur. Le sang de Thomas se glace d'un coup face à cette découverte, à tel point que vous en faites tomber votre crayon. Et donc du coup, vous trouvez, cette fleur, comme je disais, et sur cette fleur, pardon, il est attaché une feuille, sur laquelle il est inscrit à la machine à écrire: «Rip Molly, tu étais doué». Tu étais doué. Et au dos de cette page correspond à une traduction entre le morse et les chiffres, comme si la page avait été arrachée d'un livre et que ceci avait été imprimé derrière. Thomas se demande s'il doit garder cette feuille. Du coup, je vais vous faire un sondage. Et oui, un autre sondage encore. Savoir si vous gardez cette feuille qui vous coûtera une place d'inventaire. Hop là, et je termine le sondage. Voilà, vous prenez cette colle chic d'automne, hop, qui va aller dans une case d'inventaire avec son petit papier. Thomas finit par s'éloigner de la scène de commémoration, un peu chamboulé de se retrouver dans un lieu finalement chargé en émotions, et se dit qu'il ferait mieux d'aller faire un tour près
de la cabane qu'il a vue près du lac et faire une synthèse de ce qu'il a fait aujourd'hui. La nuit commence à se profiner, la luminosité est de plus en plus faible et en s'approchant du ponton, il se demanda si le tueur était vraiment revenu sur les lieux du crime près d'un an après pour y déposer cet indice évident ou s'il s'agissait d'un plaisantin à l'esprit tordu qui a voulu vraiment faire une mauvaise blague. Euh, il finit par s'avancer sur le ponton et fut submergé par l'air frais remontant du lac. Cette sensation sur son visage lui redonne un regain d'énergie. Lentement, il voit un objet coloré qui se détache du décor. Oui, qui se détache du décor. Et il s'agit d'un jouet pour chien, ressemblant à une chenille qui traînait au pied d'un des poteaux du quai. Celui-ci ressemble avoir été mis à l'épreuve du temps et Thomas se pose d'autres questions. Ce lieu n'est pas très fréquenté à cette période de l'année. Est-ce que le jouet avait été aussi déposé par le tueur? Est-ce qu'il s'agit juste d'une simple coïncidence comme la fleur et que les deux soient récents et dans ce même lieu, si proches l'un de l'autre, dans un lieu qui a l'air d'être symbolique pour le tueur. Et Thomas donc s'accroupit près du jouet et le saisit. Et après inspection, celui-ci paraît quand même assez usagé, même si plutôt récemment utilisé, et comme si finalement un chien venait de le perdre en balade. Est-ce que l'on va garder ce jouet avec nous? Et là, je vais vous lancer un sondage, bien sûr, et c'est le oui qui l'emporte. C'est le oui qui l'emporte, bien joué à tous. Voilà, bien joué à tous. Vous avez décidé de garder cette chenille avec vous. Et votre inventaire est donc plein. Donc à partir de maintenant, si vous voulez rajouter un élément dans votre inventaire, il faudra vous débarrasser d'un ou plusieurs objets, bien sûr. Thomas commence à se relever et il sent une masse imposante se positionner derrière lui. Alors qu'il essaye de se relever pour faire face à ce qui se trouve dans son dos, il sent il sent son corps s'écrouler sous l'effet d'un coup porté à son crâne. Sa vue se brouille, sa tête s'écrase contre le ponton, et Thomas perd connaissance. Thomas se réveille péniblement. Il a mal à la tête, ça bourdonne dans son crâne. Il a du mal à se réveiller, et après quelques minutes qui lui paraissent une éternité à reprendre ses esprits, comprendre ce qui lui arrive, s'asseoir, retrouver ses lunettes, il se lève et constate qu'il est dans une cellule sombre, dont la porte est entr'ouverte. Il s'y engouffre et débouche dans une salle faiblement éclairée. Il se rend compte que son sac n'est plus avec lui et cherche à trouver une sortie pour échapper de cette pièce qui semble appartenir au bourreau qui l'a assommé au lac. Et il décide de commencer par observer la scène autour de lui. Il se retrouve dans une sorte de grotte taillée à même la pierre, de forme circulaire. Deux portes se trouvent face à lui. L'une d'entre elles somme donnée sur une cellule, et l'autre est une porte immense avec à côté une boîte à fusibles vidée de son contenu. Un placard et une boîte fermée se trouvent également dans cette pièce. Sur celle-ci se trouve un morceau de papier déchiré, et il y a un symbole qui semble apparaître dessus, comme si en trouvant d'autres et en les assemblant, on pourrait former un papier complet et peut-être trouver des infos. On fait un puzzle, il y a des trucs partout. Et bien écoutez, à partir de maintenant, vous les viewers, vous allez entrer en mode escape game. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des énigmes dans lesquelles je vais vous guider, bien évidemment, je ne vais pas vous laisser seul avec vous-même, et vous allez devoir faire des choix, des réflexions, m'exposer vos idées dans le chat, et vous pourrez ainsi progresser dans l'aventure. Et comme je l'ai mentionné au début, pour rentrer à cette énigme, votre objectif sera de trouver et d'assembler les morceaux de feuilles qui ont été mentionnés. Donc, à vous de m'indiquer sur l'image où se trouvent tous les morceaux de feuilles présents, sachant que vous êtes un cerveau. Si il ne faut pas qu'une personne me donne l'ensemble des feuilles. Si j'ai les 6,
j'ai spoil, il y en a 6, mais on est bon. Donc à vous de me dire où se trouvent les morceaux de papier, et on sera bon. Alors, sur la lampe, effectivement, il y en a un sur la lampe, il y a un morceau de papier sur la lampe, vous l'avez gagné. Et il y en a un sous l'armoire, effectivement, bien joué, maîtresse Laura. Et bien joué Exotop aussi. Sur le damier, il y en a un sur le damier, effectivement. Il y en a un dans le seau. Il y en a un en bas à droite, effectivement. Et sur le machin électrique, la boîte blanche, tout à fait, Noza. Et ben vous avez trouvé tout. Vous avez tout trouvé. Félicitations, vous êtes trop fort en fait. Vous êtes trop fort. Une énigme rondement menée, finalement. Et voici vos morceaux de papier. Et vous allez devoir les assembler maintenant. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de tourner les feuilles. Vous me dites juste quel morceau de papier vous voulez placer où. Et ensuite, je choisis. Par exemple, vous voyez, si vous voulez me dire, vous me dites celui-là, il est en haut, au milieu, et ben je le mettrai en haut, au milieu, et ensuite on assemble. Voilà, tout simplement. Et bien joué. Je vais rapprocher chaque morceau de papier pour effectivement former ce qui devait être un papier à la base. Après avoir trouvé tous les morceaux de papier et les avoir assemblés, Thomas se rend compte que tout ceci lui donne un code à 4 chiffres ainsi que 4 objets qui sont disposés sur un quadrillage. Qu'est-ce que Thomas doit faire? On met quoi sur le damier? Alors effectivement le damier, il y a des choses à mettre dessus. Pour l'instant, vous n'avez pas d'infos plus que ça. Quels éléments de la pièce vous voulez fouiller? On peut bouger l'armoire. Vous bougez l'armoire et vous vous rendez compte qu'il y a un cadenas avec des chiffres dessus. Elle s'ouvre l'armoire? Elle ne s'ouvre pas, elle est fermée par un cadenas. Go faire le code. Vous faites le code 7, 4, 9, 1 sur l'armoire et vous trouvez à l'intérieur de l'armoire un Pérus et un fusible. Mettez le fusible dans la boîte à fusibles, bien évidemment, et vous trouvez des poupées russes que je vais vous afficher tout de suite. Voilà, je vous ai agrandi la petite boîte. D'un coup, vous entendez un cliquetis et la boîte à clés s'entrouvre. Et Thomas voit à l'intérieur une clé et un fusible. Comme tout à l'heure, Thomas s'empresse de mettre le fusible dans la boîte à fusibles et il possède une clé. Où est-ce qu'il va utiliser cette clé? Est-ce que vous voulez définitivement ouvrir cette grille qui semble être votre seule possibilité actuellement? La grille? Go ouvrir la grille de l'enfer, la grille. Vous ouvrez la grille et Thomas ouvre cette cellule et dans la pénombre de cette cellule trouve son sac. Il le saisit, trouve dans la poche du côté de son sac un autre fusible. Vous l'insérez dans le boîtier électronique et vous activez le levier qui se trouve dans ce boîtier électronique et la porte en fer s'ouvre donnant sur un escalier que Thomas va s'empresser de gravir pour déboucher dans une cave. La pièce est assez vaste pour contenir une voiture en temps normal, mais en ce moment, il y a un peu trop d'encombrants qui jonchent le sol et les murs et qui ne permettent pas réellement de stocker une voiture à l'intérieur. En observant un peu plus le lieu, Thomas trouve l'interrupteur de la porte du garage qui s'active avec une carte, mais le disjoncteur est noirci et donc dysfonctionnel. Sur le mur adjacent se trouvent deux portes. L'une est fermée avec un digicode et l'autre est fermée à clé. Après quelques tentatives d'ouverture, malheureusement sans succès.
Et entre les deux portes, il y a un petit guéridon sur lequel se trouve un téléphone rouge, pardon, qui émet des petits sons. Mais du coup, vous allez devoir choisir sur que vous voulez voir en premier. Est-ce que vous voulez voir le mécanisme à côté de la porte du garage ou le mécanisme de la porte à digicode? Et pour cela, on va faire un sondage, bien sûr, pour faire ceci dans les règles de l'art. Et le sondage s'est terminé. Vous avez choisi de vous diriger vers l'énigme digicode. Vous vous rapprochez du digicode et ce digicode, vous n'avez pas le code en tant que tel, mais vous écoutez le téléphone qui émet des bips à côté de vous. Et sentez que le bip n'est pas un bip de téléphone. Celui-ci est assez irrégulier. Comme si le téléphone cherchait à communiquer avec vous. Mais personne ne répond au bout du fil. Vous pensez à cette feuille que vous avez trouvée et voici ce qu'il y a au dos. Vous allez devoir trouver un code. Vous êtes beaucoup à me dire le 8. Effectivement, le premier chiffre est le 8. Et un autre son sort de l'appareil. C'est le 3. C'est effectivement le 3 qui sort de l'appareil. Un autre son arrive à s'émettre. Et coucou Ribon le chaton. C'est le 4, effectivement. Et enfin, le dernier. Le 1, c'est effectivement ça. Le code est donc 8341. Vous entrez tout ceci dans le digicode et la porte à côté s'entrouvre. À l'intérieur se trouve derrière cette porte se trouve un cagibi dans lequel se trouve un tableau posé sur un chevalet qui représente la scène du lac. Au pied de celui-ci se trouve une lourde boîte fermée par un cadenas. Au premier coup d'œil, le tableau ressemble trait pour trait à cet endroit, mais regardez de plus près, des détails varient. Et effectivement, comme le souligne Daoju, une lampe à UV se trouve sur le plateau de rangement du chevalet. Et Thomas s'en saisit. Alors, effectivement, tout à l'heure, vous avez pris une photo avec un Polaroid. Je vais donc, de ce pas, vous afficher le Polaroid en plus grand. C'est la forêt de tout à l'heure, c'est tout à fait la forêt de tout à l'heure. Des différences semblent s'émerger. Vous utilisez votre lampe à UV, mais où voulez-vous l'utiliser? Tout à fait, vous avez les 3 éléments. Tout à fait, tout à fait. Hop, je vous cache la photo. Bien joué à vous, elle ne vous servira plus à rien à partir de maintenant. Vous placez votre lampe à UV et trouvez 3 chiffres sur ce tableau. Le 8, le 3 et le 6. Il va falloir me donner le code exact à rentrer sur le cadenas. Et c'est Kiza qui le trouve instinctivement. 836, c'est ce que j'avais noté. Vous testez les diverses combinaisons sur le boîtier cadenassé, mais finalement la première, donnée par Kiza, est la bonne. Le cadenas s'ouvre, et à l'intérieur de cette boîte se trouve la carte nécessaire pour ouvrir la porte du garage. Ah ouais, j'étais pas prêt à la musique. D'accord. Ouais, garantie 0 screamer. Hein. Ainsi qu'un os pour chien qu'il récupère. Vous le mettez dans le sac à dos
à la place de votre photo qui ne sert plus à rien. Donc du coup, vous pouvez garder cette CV à la main, je ne vous force pas à faire disparaître un objet de l'inventaire. Je ne suis pas comme ça. On va revenir, hop, sur la prochaine énigme, finalement, qui est celle que vous ne vouliez pas faire au début, mais que vous allez devoir faire maintenant. Et donc, vous vous approchez de l'interrupteur de la porte de garage. Remarque que celui aussi, en plus de nécessiter une carte que maintenant vous avez, bien joué à vous, et d'un nouveau disjoncteur, que celui-ci est relié à 3 boîtiers interconnectés. Le premier est une image à reconstituer avec des pièces carrées et présente une fente sur le bas du mécanisme. Le second présente des boutons translucides, et le troisième est également un motif à assembler, comme pour le premier, mais les pièces sont circulaires. Vous devrez résoudre les boîtiers dans l'ordre. Les 2 derniers boîtiers n'ont pas l'air actifs pour le moment. Je vais donc vous présenter le premier boîtier. Vous allez devoir remettre tout ceci dans l'ordre. Bien sûr, vous ne pourrez pas tricher. Vous ne pouvez pas enlever les pièces, vous ne pouvez que les glisser. Sachant que tout se fait en un coup. Une fois le dernier mouvement effectué, un petit cliquetis se fait entendre et un papier se met à sortir de la fente inférieure du boîtier. Sur celui-ci est dessinée une petite boîte à outils sans aucune autre indication dessus. Thomas se concentre sur le deuxième boîtier et voit un bouton clignoter dessus à fréquence régulière. Que voulez-vous faire? Clic. Où ça, Linchana? Dis-moi tout. En haut à gauche ou droite, je sais pas si c'est inversé. Alors, ce n'est pas inversé, je vous le dis tout de suite. Donc vous cliquez en haut à gauche. Haut gauche, puis bouton pile milieu. Ok. Qu'est-ce que je m'amuse comme un petit fou à faire ce que je fais là. Haut gauche, bouton du milieu, deuxième bouton, troisième ligne. Il y a eu un fail. Coin haut gauche, milieu du milieu, milieu du bas, coin bas droite. Comment ça, il n'y a pas eu de fail? Si, moi j'ai raté un bouton. Moi j'ai raté un bouton tout simplement. Vous l'avez pas vu, mais moi j'ai raté un bouton. J'ai cliqué, il s'est pas passé grand chose. Ah non, non, toi tu t'es pas trompé, Linchana. C'est de mon côté, vraiment. 836, non, c'était bon, hein, le code était bon tout à l'heure. Ça fait du bruit quand on appuie sur les boutons. Ça fait ça. Alors, coin haut gauche, milieu du bas, coin droit à droite, ouais, 2.
Hein? Ah, les Shana et Noza qui sont à fond, hein. Point haut gauche, bouton milieu en bas, coin bas droite x2 et bouton à gauche de la deuxième ligne. Une fois le dernier bouton, le mécanisme s'active et la petite diode du boîtier devient verte. Il n'y a à présent plus que le troisième boîtier à activer avant de pouvoir activer l'interrupteur. Ici, vous allez devoir bouger 4 cercles. Je me permets de vous guider parce que c'est pas forcément clair. Sachant que vous allez devoir me donner pour chaque cercle un angle en degrés. Sachant que les angles, c'est pas des angles très précis, c'est des angles qui sont des multiples de 5. Donc ne cherchez pas à me dire 33 degrés, ça ne sert à rien. D'accord? Et il faut matcher les formes entre elles. Tadam! Félicitations, vous finissez le boîtier 3. Let's go. Bien joué à vous. Et la dernière pièce glisse dans le boîtier et la diode verte s'active à son tour, le mécanisme s'active et l'interrupteur affiche également une diode verte indiquant que l'interrupteur peut être activé pour ouvrir la porte du garage. Et pour ça, vous devez récupérer une dernière pièce. Souvenez-vous, vous avez obtenu dans le premier boîtier un papier sur lequel était dessiné un objet. Alors effectivement, c'était la boîte à outils, tout à fait. La boîte à outils qui était dessinée sur le papier. Et du coup, après avoir récupéré le papier, il va donc vers la boîte à outils et il découvre à l'intérieur, après une légère fouille, un petit disjoncteur tout neuf. Thomas court immédiatement vers l'interrupteur et le met à la place de l'ancien. Et à partir de là, il peut ouvrir la porte du garage. Il passe la carte devant le lecteur du boîtier et la porte du garage se met à s'élever dans un bruit assourdissant. Thomas entend la porte fermée à clé s'ouvrir de l'extérieur et il finit par prendre ses jambes à son cou pour aller un peu plus loin dehors. Et il n'a pas envie de se retrouver face à son sorcière. Il s'élance dans ce qui semble être le jardin et se jette dans un buisson qui est un peu plus loin. Après quelques effroyables secondes qui ont semblé être des heures, Thomas se décide d'observer discrètement l'endroit où il a atterri, en espérant ne pas attirer l'attention de la personne qui le traque et le retient ici. Devant lui se trouve une maison dans laquelle était retenu le captif. Celle-ci se trouve en plein milieu d'une forêt épaisse qui le fait se sentir tout petit depuis la position où il est. La bâtisse ressemble à une vieille maison qui tombe en ruine. Devant la cave se trouve une allée qui mène à un portail qui semble infranchissable. Il y a... ce portail ne semble pas gravissable. Pour l'instant, Thomas reste caché. Il se fait la réflexion que ce portail est son seul moyen de sortie et qu'il va falloir l'ouvrir. Car tout autour de cette maison, le jardin est composé d'herbes hautes, de ronces et de mauvaises herbes, et qu'il ne va pas falloir s'échapper. Il va falloir s'échapper, mais ce ne sera pas possible autrement que par le portail. Thomas observe la scène et voit son kidnappeur qui semble s'enfoncer dans l'obscurité du jardin, quand tout à coup, il allume une lampe torche, balayant le jardin. Et cette lumière faiblit pour se diriger dans une direction opposée à celle où il se trouve. Il prend son courage à deux mains, s'approche du portail en restant à couvert dans les herbes folles du jardin. À proximité de ce portail,
il trouve un générateur qui semble être hors d'usage. Et il se met à observer son corps et voit que les herbes hautes l'ont égratigné et qu'il commence à saigner. Il ne va pas pouvoir se soigner, mais du sang coule de ses jambes. Très léger, rien de grave. Thomas regarde un peu plus le générateur et il semble réparable, avec une pièce qui devrait servir à activer le mécanisme, qui n'est juste plus là. Et avec un peu de chance, il se dit qu'elle peut se trouver dans le garage. Il lance un petit coup d'œil dans la direction où son tortionnaire se trouvait quelques minutes plus tôt, et il voit la lumière qui s'intensifie progressivement. Thomas se précipite dans les hautes herbes pour s'y cacher, et il jette un coup d'œil à l'extérieur. Il observe l'homme remonter l'allée et se diriger vers une niche qu'il n'avait pas remarquée jusque-là. En observant un peu, il voit son bourreau jeter un objet dans la niche, et de celle-ci sort un immense molosse dont le regard est noir de colère. Il a été dérangé dans son sommeil et le chien n'est pas d'humeur à plaisanter. Il n'est attaché à son maître que par une chaîne qui est reliée à son collier, et dans un silence inquiétant, le duo s'éloigne et commence à s'enfoncer dans les hautes herbes du jardin. Alors, vous allez avoir un sondage, encore une fois. Où est-ce que vous voulez vous rendre? Est-ce que vous voulez vous rendre dans le garage ou près de la niche? Je vais faire un petit sondage, ne vous inquiétez pas. Et vous avez pris votre décision. Vous décidez d'aller vers la niche du chien. Vous avez pris cette décision. C'est vous qui avez choisi. Et donc, il se dirige vers la niche du molosse en prenant garde au kidnappeur et son chien. Une fois arrivé devant, il vit dans un premier temps une écriture sur le mur attenant à la niche. Il y est écrit en grand la phrase suivante. Aujourd'hui, ton destin ne tient plus qu'à un code, ou presque. Cette phrase glace le sang de Thomas. À l'intérieur de la niche, il observe l'objet jeté par son ravisseur. Il s'agit d'une pince coupante qui pourrait l'aider à activer le portail. Thomas sent la lumière se rapprocher et le chien avec. Il fuit assez rapidement et discrètement vers le portail avec cette pince. Il a la pince dans les mains mais se ravisse immédiatement. Le moment où le générateur va se mettre en route, sa position sera tout indiquée au ravisseur. Il sera donc en grand danger. Il doit trouver le code d'abord puis activer le générateur pour enfin ouvrir le portail avec le code. Cependant, le maître et son chien commencent à se rapprocher de sa position. Thomas se met donc dans les grandes herbes et doit trouver le code et une diversion. À vous de trouver le dernier code qu'il reste pour ce soir. Oh, Dark Kent, j'aime ce que tu proposes. Donc, je retiens le code de Dark Kent et la proposition de diversion de The King. Vous soulevez la gamelle, vous pouvez soulever la gamelle, vous faites tomber les croquettes, il n'y a absolument rien en dessous. Thomas active le générateur et peut rentrer le code. Il tape 3110 et dans un vacarme assourdissant, le portail s'ouvre. Il jette l'os au loin
pour déstabiliser le chien qui se met à suivre l'os dans un premier temps et en profite car c'est le moment pour lui ou jamais de s'échapper. Il se glisse dans l'ouverture réalisée par le portail pendant que le chien aboie, court dans la direction de l'os, se rend compte de son erreur et finit par courir vers lui, suivi de son maître. Il court quelques mètres dans une forêt et il suit un chemin, puis s'enfonce entre les arbres pour semer ses poursuivants. Il ralentit progressivement le rythme tout en continuant de suivre le chemin pour le bas-côté. Sur le bas-côté. Il finit par découvrir sur le long du chemin un parterre de colchiques d'automne. Cette découverte est comme un coup de poing dans l'estomac de Thomas. Il reste sans voix et interdit en comprenant qu'il vient d'échapper au tueur d'Halloween. Au petit matin, Thomas passe devant le commissariat. Il s'arrête quelques secondes après avoir marché des heures et décide d'aller prévenir la police de ses mésaventures nocturnes. À l'intérieur, il est accueilli par un agent qui semble dans un premier temps très intéressé par son histoire. Et au fur et à mesure du temps que Thomas raconte les détails de sa soirée, il voit le visage de l'agent se décomposer, être indifférent et finir par s'agacer passablement. Et il finit par lui asséner d'un ton moralisateur. « Monsieur, j'ai pas de temps à perdre avec vos histoires à coucher dehors. Racontées par un gamin qui sait plus quoi inventer pour avoir des sensations fortes. J'ai une vraie enquête à mener, moi, monsieur. Et que je ne vous revois plus dans ce commissariat. » Thomas sort du commissariat, cassé par l'agent, puis finit par arriver chez lui. Et il se sent mal, il se sent sali et souillé par cette nuit d'où il sort vivant mais surtout traumatisé. En allumant la lumière chez lui, il voit son panneau de liège et il se précipite dessus pour arracher tous les documents et les jeter à la poubelle avec ses cartons d'archives. Démoralisé par le policier et dégoûté par le fait que personne ne l'a cru lorsqu'il a raconté son aventure, il abandonne ses recherches et son enquête qui n'a plus de sens pour lui à partir de maintenant. Les détails de cette nuit-là semblent invraisemblables. Comment a-t-il pu échapper au tueur d'Halloween, mais pas ses quatre précédentes victimes? Il finit par s'allonger chez lui, souhaitant une seule chose, espérer oublier tout ceci un jour. C'est la fin de ce Storpia Halloween, messieurs, dames. Bien joué à vous. Et vous êtes sortis de cette situation. Vous en êtes sortis. Bien joué à vous. Félicitations. Vous avez réussi à vous sortir de tous les pièges que je vous ai tendus. Et c'est très beau. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la commenter pour soutenir la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Bloopers sur internet, ciao tout le monde, bye bye.